Plus de 20 000 spectateurs étaient présents du côté du Stade de Suisse pour le Tatson Derby, bien sûr, entre Langnau et le CP Berne, place à Bacek. On va revenir sur les 3 matchs qui se sont disputés cet après-midi en compagnie de nos invités, en compagnie de Gilles Monton, de Mike McNamara, de Stéphane, bien sûr. Gilles, qu'est-ce que tu vas retenir ? Alors, le leader Zug sur un patin est triplé de Lino Marchini. Oui, le triplé de Lino Marchini. Mike ? Très mince victoire de Zurich à domicile contre le dernier du classement. Et puis Stéphane, qu'est-ce qui t'a impressionné? Et puis le SCB réussit à gagner, même sur le terrain de foot maintenant. Mais, incroyable. En effet, à la fin, c'est Berne qui gagne. En tout cas, ce derby, les Tatson Derby face à Langnau, c'est bien sûr notre image du jour. Voilà ces images, 3e Winter Classic de l'histoire de la National League qui s'est disputée. On va y revenir bien sûr d'ici quelques instants, mais on vous l'a dit, 3 matchs au programme. On va commencer avec la partie entre Zurich et Rapperswil. Si vous vouliez des buts, eh bien, il va falloir passer votre chemin. Une seule petite réussite, messieurs, dans ce match du côté du Hallenstadion. Regardez, on est en 2e période, 23e minute de jeu. En plus, c'est un buteur, pas vraiment l'habitude d'entendre son nom. C'est Ullmann qui va marquer, joueur du 4e bloc zurichois aujourd'hui, centre du 4e bloc, Tim Ullmann, qui va donc marquer le but, le seul et unique but de cette rencontre. Victoire de Zurich, à noter les statistiques des shoots, 22-17. Un seul shoot, Mike, de la part de Rapperswil en 3e période. Seul shoot cadré. C'est peu quand même. C'est très, très peu. Mais le problème maintenant pour Zurich, c'est que avec les absences, c'est une équipe moyenne maintenant. Pas plus que ça. Cervenka est out, Nilsson, OK, on peut l'oublier, mais Vic n'est pas là, Shep est suspendu, Shaw n'était pas dans l'alignement. Si on regarde les 2 derniers, ce qu'on disait, les 2 derniers blocs, on a des jeunes partout, même en premier bloc et 2e bloc, il y a des jeunes. Donc, est-ce qu'on surévalue cette équipe-là? Est-ce que tout le monde les croit plus forts, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on les croit plus forts qu'ils sont vraiment? Gilles, on les surévalue, cette équipe de Zurich? Oui, au niveau du potentiel intrinsèque, je pense que si tu prends les 8 défenseurs là, qui sont censés jouer derrière, c'est quand même costaud. Hein, je veux dire, en défense, c'est quand même costaud. Après, effectivement, devant, là, mais je suis quand même étonné qu'ils n'arrivent pas à avoir un meilleur rendement que ça, même si c'est des jeunes. Je veux dire, trouver un système de jeu qui correspond un petit peu à tout le monde, peut-être en ayant une faiblesse offensivement, mais en étant hyper costaud derrière, je sais pas, d'amener plus de pucks sur le goal, parce que ça marque très peu de goals, c'est maigre, hein, c'est pas l'eau. Hein. Moi, je dis toujours, rendez-vous en play-off, on ne sait jamais. Hein, parce qu'avec Zurich, l'année passée, on les trouvait suffisants pour toute la saison régulière. Oui, mais l'année passée, ils étaient talentueux, mais ils étaient dans la suffisance. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu un déclic et ils sont partis. Tandis que là, c'est une équipe, moi je suis de l'avis de Mike, pour le moment, c'est hyper ordinaire comme équipe. Moyen, en effet, mais 3 points aujourd'hui pour Zurich. On va passer maintenant au match qui était bien sûr notre match du duo, le Tatson Derby depuis le Stade de Suisse. Imaginez, il y avait 20 672 spectateurs. Alors, il y en avait moins. Hein. Ils avaient prévu 26 000 billets, je crois, au maximum. Une condition météo finalement idéale. Et puis, par contre, au niveau du plexi, il y a eu un petit souci au début de match. Il y a eu un petit souci au niveau des goals également. On va le voir sur ces images. Mais sinon, la qualité de la glace, messieurs, était bonne finalement, Stéphane. Ça semblait, oui. On a eu regardez ça, c'est en tout début de match, une bonne mise en échec. Les 2 joueurs sont déportés. Regardez les patins dans les airs. Le plexi fait un mouvement de 30-40 degrés. On voit ça. On a dû le refixer par la suite. Les arbitres ont quand même vérifié pour la sécurité des joueurs. Mais c'est vrai que on rappelle, c'est des bandes qui sont très souples, sont faites pour ça. Et ça, après ça, tout de suite après, on a eu les problèmes avec les goals. On a dû enlever les cages avec les caméras dedans qui étaient prévues parce que les pins n'étaient pas bien fixés. Mais au 2e tiers, on a corrigé le tir. On est revenu avec les caméras, avec les bonnes cages, avec les caméras dedans. Voilà. Un problème de pin. Un problème de pin. Absolument. Comment vous dites ça, vous, des pins? Ah ouais. C'est les pins? Des pins. Des pins, on dit quoi? Les tétons. Les tétons?
Tu appelles ça comment? Oh, moi, je vais arrêter le vocabulaire scabreux parce que sinon, on va recevoir du courrier. Quoi qu'il en soit, revenons à ce qui s'est passé au niveau du match, si vous le voulez bien. 0-0 après 20 minutes de jeu, 0-0 en deuxième période également, mais quand même, c'est grosse possibilité pour le CP Berne. Alors, regardez bien, c'est sur ce penalty à la suite de cette faute de Dienne sur Chiaroni. Et Stéphane, là, on est d'accord. Incontestable. Incontestable. Faute par derrière. Le joueur est en possession de la rondelle, il se présente seul devant la cage. Les 5 critères sont là, chance de marquer. Et là, il aurait pu lui casser un doigt carrément, vous avez vu. Chiaroni qui a réclamé tout de suite le pénalty. Il est venu avec justesse, regardez bien, bam, tac. Clair. Quand c'est clair. Clair là-dessus, en effet, Gaëtan Haas qui va tirer ce pénalty, puisque vous n'êtes plus obligé de vous faire justice vous-même, hein, faut-il le rappeler, sinon ce serait Chiaroni qui aurait dû aller n'importe quel joueur ce pénalty. Di Domenico qui réclame certainement 2 minutes à la place d'un pénalty. Quoi qu'il en soit, Gaëtan Haas est là. Gilles Montandon analyse, parce que c'est prévisible. Oui, effectivement, il est un petit peu dans la suffisance et c'est probablement le fait d'avoir été dans la suffisance sur son penalty qui s'est dit qu'il était meilleur que ça puis qu'il fallait quand même qu'il passe la seconde pendant un match comme ça qui était hyper médiatisé. Et puis ça, il a peut-être fait du bien d'avoir loupé ce penalty. Ouais, on le voit pour la troisième période. Exactement, ça l'a relancé quand même. Mais avant cela, on va voir un sauvetage sur la ligne d'un certain Camerzin. Grosse possibilité pour Langnau qui fait finalement un peu jeu égal quand même avec le CP Berne, Mike McNamara durant cette deuxième période. En tout cas, c'est difficile. Peut-être Berne légèrement au-dessus au niveau, on va dire, du jeu. Par contre, Langnau s'est créé des belles chances en deuxième. Oui, moi je pense que Langnau en deuxième tiers a des meilleures occasions. Là. Ils n'ont pas profité et c'est pour ça que si ces pucks tombaient sur les cannes d'un joueur de Berne, ça aurait pu finir différemment. Ouais. Ouais, avec le bon coup d'œil de Camerzin. Ça, c'est le big save de la soirée. C'est le big save de la soirée. On est allé voir la vidéo, mais on va le voir notamment sur cette dernière image qu'en effet, Camerzin va chipper le puck, comme on dit, avant que celui-ci ne franchisse la ligne. Très bonne intervention. Regardez son saut, regardez, puis il réussit à éviter, parce qu'il aurait pu arriver la tête contre la barre et tout. Combien la note de cette figure de style là-dessus? Sur 10, allez. 5-7. 5-7. Allez, c'est la moyenne. 0-0 après 40 minutes de jeu, messieurs, et on arrive dans le tournant du match. Enfin, le tournant du match, il y a une pénalité d'Ebet, si vous étiez avec nous, pénalité généreuse, on va dire. Oh, que oui. Par Ebet. Et puis là, le but, le CP Berne, regardez, 18-56, qui croit avoir ouvert le score sur ce tir d'Anderson, mais Stéphane, on va aller annuler cette réussite. Oui, parce que le cage, regardez bien, en poussant sur son poteau pour se déplacer, Tchatcho a légèrement déplacé sa cage, intentionnellement ou non. Je vous laisse juger. Si c'est intentionnel, on doit donner une pénalité. Et c'est dans le jeu, les arbitres ont jugé que ce n'était pas intentionnel. Donc, dès lors que la cage est déplacée avant le départ du tir, si la cage n'est pas placée parfaitement, les pitons ne sont pas rentrés, donc, vous devez refuser. C'est une excellente décision des officiels. Le but n'est pas au bon endroit. Regardez, il est décalé, on le voit. Didier Massy pointe le but. Après, il va vérifier. La cage est effectivement déplacée là, maintenant. Regardez. Il veut s'appuyer sur son poteau pour faire son déplacement, comme c'est de coutume, évidemment, nouveau style. Regardez. Pam, il s'appuie sur son poteau, il va pousser pour aller jusqu'à sa ligne bleue. Il ne pousse pas si fort que ça, la cage se déplace. On a vu au premier tiers qu'on a eu des problèmes avec ce piton. On a encore des problèmes avec ce piton. Et puis, ça s'est déplacé facilement. C'est la longueur du piton, le problème. Probablement. Probablement. La question est de savoir, bon, les gens disent « Ah, mais là, c'est le gardien qui déplace ». Le règlement, il est le suivant. Si le joueur commence à armer son shoot, et entre le moment où il commence à armer son shoot, puis le puck rentre dedans, la cage est déplacée par un joueur à la défense ou le gardien, de façon intentionnelle ou non, on doit accorder le but, si le puck est de toute façon dans la cage. Donc, si ça avait été au moment où il remet son shoot, qui aurait poussé, là, on aurait dû accorder le but. Mais comme ça s'est passé bien avant que le tir parte, la cage était déplacée au préalable, pas de but, bonne décision déjà. Si le piton n'était pas... Pourquoi tu rigoles? Non, le piton, c'est ça, tu vas voir où je veux en venir. Si le but n'est pas sorti, c'est-à-dire, vous voyez, regardez, le piton, il y a un petit peu de jeu entre le piton et la glace, est-ce qu'on aurait accordé le but? Probablement que oui, si le poteau avait été déplacé. Voilà. C'est ça. Une histoire mais il y a une raison pour que les cages se déplacent facilement. À l'époque, tu ne pouvais pas déplacer le poteau. Il y avait des tiges comme ça. Le nombre de jambes cassées, c'est ça. C'était incroyable. C'est pour la sécurité des joueurs. Oui, exactement. Exactement, c'est pour la sécurité des joueurs. Mais bonne décision des officiels. Après ça, la question est, est-ce qu'on doit donner 2 minutes ou non? Si on veut donner 2 minutes, il faut le donner avant d'aller à la vidéo, au moment où la cage se déplace. Si on voit qu'il l'a fait intentionnellement, on juge. Là, on donne la pénalité. Il n'y aurait même pas eu de but parce qu'on aurait levé le bras bien avant, probablement.
Allez, on continue. On est toujours en début de période et Langnau est toujours en supériorité numérique. Suite de la pénalité, on l'a dit, généreuse obtenue par Ebet. Et regardez, Chervet pour finalement Gaëtan Haas et Gilles Montandon. Eh bien, on va l'analyser d'ici quelques instants parce que Stéphane, on va revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est l'effet papillon. Petite chose, grande conséquence parce que finalement, regardez, ce but annulé et cette fois-ci, le CP Berne qui va bien ouvrir le score grâce à Gaëtan Haas sur ce très bon travail, faut-il le noter, de Tristan Chervet, un puck qui passe entre les jambes, on le voit, de Damiano Tchatcho, Stéphane. Oui, on va regarder ça parce que ça a fait plaisir à Gilles Montandon. Il a sauté ici sur le plateau. Il a fait un bond et a dit c'est exactement ça qu'il faut faire. Je vais laisser Gilles l'expliquer. Je vais le mettre au super ralenti. On y va sur la tablette. Et regardez qu'est-ce que Gaëtan Haas a bien fait. Ce que Gilles dit toujours qu'il faut faire. Regardez, hop, regardez ici. Tac! Voilà. Ce qu'il fait très bien, c'est que il faut aller défier les gardiens. Et là, effectivement, avant, sur son penalty, on a dit qu'il était un petit peu dans la suffisance. Tandis que là, c'est vrai qu'il vient là, il est droitier, il descend un tout petit peu du côté gauche, il vient fixer son gardien, il fait une feinte de shoot, le gardien est obligé de bouger, donc il attend, il faut être patient, il attend que le gardien bouge, et après, il glisse le peu contre les jambes. Donc là, c'est parfaitement bien joué. Il aurait pu aussi le mettre dans la jambe comme ça, mais par contre, ça finit par un goal, juste parce que comme il l'a dit votre commentateur, c'est fin de shoot, fixe le gardien, vous êtes patient, vous continuez un petit peu de descendre. Là, l'autre, qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il est obligé de bouger, donc il écarte les jambes et il glisse le puck. Et puis, comme tu l'as dit, évidemment, il s'est peut-être remémoré l'histoire du penalty en se disant aussi, cette je vais faire un petit peu différemment. Allez, on va voir le 2-0. On est à 4 contre 4, cette fois-ci sur la glace. Et c'est une nouvelle fois le CP Berne, alors que c'est Langnau qui se porte à l'attaque, qui va doubler la mise par Yannick Buron. Et une nouvelle fois, Tristan Chervet, très très patient sur cette action-là, puisqu'il contourne finalement le défenseur et il peut transmettre le puck à Yannick Buron. Mais imaginez, en l'espace de 2 petites minutes, le match a véritablement complètement tourné à l'avantage finalement du CP Berne. 2-0, on joue la 43e minute de jeu, à 42-40 environ. Et là-dessus, la joie bien sûr du côté du banc bernois. Et puis Stéphane, tu as voulu là aussi analyse à deux. Analyse à deux. Mike a soulevé le même point que moi là-dessus. Pourquoi le défenseur a-t-il plongé alors que le joueur était complet à l'extérieur? On va regarder ça avec Mike. C'est parti sur la tablette. On y est. Voilà. Regardez, on va un petit peu plus loin. Donc, il y a un principe qui dit dans le hockey que voilà, le joueur, il est à l'extérieur. On dit qu'en 2 contre 1, si le joueur est à l'extérieur d'une ligne imaginaire des points d'engagement, il n'est pas dangereux. En plus, il glisse. En plus, il n'attaque pas le but. Il n'attaque pas le but. Donc, il n'est pas dans une position, vraiment, il n'est pas une menace pour shooter au but de cet angle-là. S'il shoot au but, c'est facile pour le gardien. Donc, la question est pourquoi plonger? Pourquoi ce joueur-là plonge à ce moment-là? La meilleure solution pour lui, ça aurait été de patiner au milieu et jouer vraiment la ligne de passe, puisqu'il était à l'extérieur. C'est juste, Mike? Absolument. Et regardez, il plonge. En plus, il plonge un peu tôt. Il se fait battre facilement. Regardez, son plongeon est beaucoup trop tôt, inutile parce qu'à l'extérieur, ce qui permet à Chervet de le contourner et glisser sa passe en dessous de son bâton. Facile. Donc, mauvaise décision du défenseur. Absolument. Surtout, c'est un gaucher aussi. Pas qu'à l'extérieur, il est bien loin des points d'engagement. Le fait que c'est un gaucher, c'est important. On n'en parle pas souvent, mais le puck à l'extérieur, s'il est droitier, là, à l'intérieur, tu peux le forcer un peu plus. Oui. Parce que tu peux tout à coup lui subtiliser la rondelle, mais il aurait même pu pivoter, se mettre en patinage avant, patiner avec lui, prendre la ligne de passe. Voilà. 2-0, donc vous l'avez compris pour Langnau et finalement le 3-0 avec le talent d'Arcobello à la finition, à hauteur d'un geste super devant Damiano Tchatcho pour le but, dira-t-on, de la sécurité pour le CP Berne et surtout une prise de puck. C'est Lardy, me semble-t-il, qui perd. Lardy, oui, qu'on a vanté à la première pause. Oui, mais là, Di Domenico, l'Arcobello, voilà, c'est Gilles, là, j'ai envie de dire, il laisse véritablement aucune chance à Damiano Tchatcho, là, à cette distance. Non, effectivement, c'est assez triste du côté de Lardy, c'est qu'il est absorbé par le puck, il est obligé de le regarder pour le contrôler, il ne lève pas la tête, puis c'est vrai qu'Arcobello, là, il coupe un petit peu la passe, puis là, il vient l'y mettre sous le bras, deuxième poteau du revers en haut, je veux dire, c'est juste la classe, quoi. Mais Langnau va sauver quand même l'honneur à la suite de ce tir à la ligne bleue, Rondeguer, et on va voir que ce puck a été légèrement dévié, me semble-t-il, par Camerzin devant la cage, auteur d'un sauvetage tout à l'heure, et puis voilà, même,
Ce geste qui ne prêtera évidemment pas à conséquence, vous l'imaginez bien, sur le score final, puisque le réveil est finalement tardif. La messe était dite, alors qu'on revoit au ralenti, en effet. C'est la main. Bon, il veut se protéger en même temps, parce que Spock arrive en plein dans son visage. Donc c'est un geste de réflexe de la part de Camerzin. Et puis là, Gaëtan Haas, merci. Et Di Domenico, là, Stéphane. Oula, il a fait comme ça. Stéphane, il a dit, oula, je ne vais pas regarder. Regardez, si on peut leur montrer, on va sûrement le revoir. Regardez, Di Domenico, il va passer à travers Gaëtan Haas. Regardez, hop, même pas de canne sur la glace, regardez, hop, facile. Hein? Oh, mais déjà, on se demande ce qu'il va faire là, quoi. Non, je me demande ce qu'il va faire. Il passe à travers là, complètement, il passe à côté, l'air de dire, OK, de toute façon, le match est fini, on s'en fout. Marquez-en un autre, les garçons. Oui, c'est 4-1, c'est le score final, évidemment, dans la cage vide. Victoire du CP Berne dans ce Datsun Derby. Messieurs, c'était notre match studio. On a bien sûr une tradition dans les matchs studio. On veut parler de nos tops et nos flops. Gilles, et j'ai envie de dire Mac, parce que le flop, ça sera de la part de Stéphane, pour une fois. Votre top, Chervet, Tristan Chervet. Alors moi, je voulais prendre Tristan Chervet. Alors effectivement, il ne marque pas ce soir. Par contre, quand le match était 0-0, il a toujours tenté. Il fait la première passe à 4 contre 5 à Gaëtan Haas qui marque le 1-0 parce qu'il gagne son duel quasi 1 contre 2 long des bandes. Donc ça, c'est juste là, c'est remarquable. Il fait la passe pour le deuxième goal. On a vu avec le défenseur qui slide là, sur la glace, lui qui arrive à mettre une passe millimétrée. Et puis, si je prends Tristan Chervet, c'est vrai qu'il est plus connu. Bon, il était surtout connu, c'est qu'il mettait des boîtes à tout va. Il s'est fait souvent pénaliser. C'est vrai qu'il était un petit peu sur le fil suivant les pénalités parce qu'il y a les Franco de Port. Tandis que maintenant, c'est un joueur, quand même, depuis 2-3 ans, où il est capable de garder son puck, de gagner du temps, de créer des surnombres, mettre des petites passes, des petits pucks dans les espaces comme ça. Ça vient un joueur hyper complet. C'est pas un grand bonhomme, mais simplement, il est bâti, c'est une mule. Donc là, j'ai l'impression quand même maintenant, depuis 2-3 ans, ça lui fait du bien d'avoir ce niveau-là. Et maintenant, de surcroît, il fait régulièrement des piges en équipe nationale. Donc c'est vrai que c'est un joueur et j'ai l'impression qu'il va exploser encore. C'est un joueur qui fait parler de lui pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses, exactement. Alors qu'à un certain moment, on faisait parler de lui pour les mauvaises choses, très peu pénalisé, un des moins. Ça, c'est depuis que Kari Yalonen est à Berne. Je pense qu'il a réussi à lui faire comprendre. Changer un petit peu. Mais il a gardé son agressivité, oui, mais dans le bon sens du terme. Quand il voit qu'il ne donne pas de coups s'il juge que son adversaire est mal placé comme avant. Oui. Voilà. Alors, Stéphane, t'as le crachoir, le flop. Le flop, Thomas Rouffenart, parce que Thomas Rouffenart, c'est un gars qui joue à Andrew Ebert sur le deuxième bloc à Berne. Il joue régulièrement sur les powerplays à tous les matchs. Il y a 2 powerplays à Berne, il est toujours sur un des 2 powerplays. C'est un gars qui, cette année, connaît une saison misérable. 4 petits buts depuis le début de la saison, 10 points en 30 matchs, alors qu'il nous avait habitués à 30-40 matchs. Il a signé un gros contrat à jouer avec l'équipe nationale. Et puis, l'ombre de lui-même. J'ai coupé une séquence, je vais vous montrer à quel point il ne travaille pas. Il a l'air malheureux cette année dans cette équipe-là. C'est un gars qu'on ne le reconnaît pas. Il n'est même pas aussi baveux qu'avant, comme il l'était, parce qu'on sait qu'il a réussi à nous faire monter les tours, quelques fois de temps en temps, mais il nous fait même plus de Thomas Rouffenart. On va regarder la séquence ensemble, vous direz à quel point il était paresseux, et ce n'est pas la seule séquence ce soir. On va y aller tout de suite sur la tablette, et regardez, il est là, Thomas Rouffenart. Lâchez-le pas des yeux sur toute la séquence, vous allez voir, c'est assez pathétique. Regardez ici, mollement. Là, il peut être dans la ligne de passe, rien du tout. Il ne bouge pas ses patins, tout va bien. Tac, tac. Encore une fois, aller le long de la bande, même pas de canne sur la glace. Un petit tour, et puis s'en va. Revend la cage. Là, il va faire une petite accélération. Il dit « Oh, peut-être que j'ai une chance d'aller marquer un but. » Le puck va s'en aller de l'autre côté. Regardez Thomas Rouffenart en bas de votre écran. Va aller, oh, un petit bloc. Bof, pourquoi pas. Ouais, bon, c'est bon. Allez, j'en ai assez. Je m'en vais au banc. Voilà, je trouve qu'il était, avec Gilles, on a regardé, il a été nonchalant sur plusieurs séquences. Un tir au but ce soir, il fait une accélération, un petit tir du revers, c'est tout. Je trouve que ce joueur-là connaît une saison misérable et dans l'attitude aussi. Donc, ce n'est pas un joueur que j'apprécie. Il a une demi-saison encore quasiment pour se refaire au niveau des statistiques. Oui, mais il est loin de son... Il pense qu'il a marqué entre 15 et 20 buts l'année passée, les 2 dernières saisons. L'année qu'ils ont été champions a été très bon. Mais Steph, pour moi, Rouffenart, c'est un gars qui a connu 1 ou 2 bonnes saisons, puis il a oublié son rôle en équipe. C'était un gars qui portait de l'énergie, qui travaillait, qui finissait des mises en échec corporelles, qui travaillait au service de l'équipe. C'est ça. Puis là, et maintenant, j'ai l'impression qu'il se voit peut-être comme... Il veut jouer comme un joueur de talent. C'est ça. Avec le talent qu'il n'a pas. On est d'accord. Et rappelez-vous que c'était le MVP il y a 2 saisons des playoffs. Oui, il a été très fort. Il était très, très efficace. Ouais.
Messieurs, il y a encore un match. Il y a eu beaucoup de buts dans cette partie. On a été un petit peu sevrés sur les autres patinoires. C'est Zoug-Ambry. Zoug-Ambry, si vous voulez, des buts, c'est parti. Puis un festival d'un certain Lino Marchini, le top scorer. On va voir ça. Un petit but, dis donc, après 20 minutes de jeu. C'était 0-0 sur les deux autres patinoires. Un seul petit but. Reto au sourire, on va le voir. C'est un bon shoot qui a été finalement freiné parce qu'il a été dévié. Et Benjamin Kontz qui va être battu 1-0 seulement. Après 20 minutes de jeu, ça sentait quand même un petit peu la reprise sur les différentes patinoires. Imaginez en décembre, la plupart des équipes n'ont joué que 5 matchs. Il y a eu 2 semaines, il y a eu la pause équipe nationale, il y a eu la pause entre Noël et Nouvel An, et ça se voyait un petit peu au niveau du rythme. Quoi qu'il en soit, ça s'est amélioré en deuxième période à peu près. Après, sur toutes les patinoires, à part du côté du Hallenstadion, vous l'avez vu, puisqu'il y aura une pluie de buts du côté de la Bossart Arena, et Zoug surtout qui va faire la différence en alignant les buts, finalement, un petit peu comme certains enfilent les perles. Lino Marchini, 27e minute de jeu, Albrecht, Marchini, bim, il traîne. Ça c'est le buteur, quoi, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il est toujours dans les bons coups, là. Et déjà qu'il fait une super passe devant le goal. Et lui, c'est bien sûr qu'il passe derrière le goal, il renifle un petit peu, il regarde ce qui se passe comme ça. Et puis le peu qu'il le reçoit, c'est une passe. C'est pas un rebond qu'il reçoit. Il a 2 points. Et c'est vrai qu'il le met au fond. Ouais, un but, une passe. Un but, un assist. Alatalo, 36e minute de jeu, Widerström et Reto sourit à l'auteur du 1-0 pour l'assist. Et ça fait déjà 3-0 quand même après la mi-match pour Zoug. Et là, on se dit quand même ça va être compliqué pour Ambry Piotta, Mike, parce que quand vous êtes mené 3-0 à domicile face à Zoug, en général, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Donc, ils continuent, ils appuient sur le champignon. Non, ce n'est pas une équipe qui va commencer à jouer le trap parce qu'ils ont un avantage. Là. Et puis, évidemment, Ambry, c'est une équipe qui a certaines faiblesses à défense. Ça travaille fort, mais... Pas beaucoup de chance pour Kontz ce soir. Il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est toi. On va le changer. Simplement pour ne pas briser sa confiance, parce que Kontz est un élément important. Il fait une bonne saison du côté d'Ambry, honnêtement. Même Klaus Zog a publié son top 50 depuis le début de la saison. Puis c'est Kubalik le meilleur et le deuxième joueur le plus important de la Ligue qui a la meilleure saison. Selon lui, c'est justement Benjamin Kontz. Tu parlais de Kubalik. Regarde, paf, voilà, il arrive, on ne l'a pas vu, bim, le buteur. 5 contre 3, facile. Lui, il a 2 chances, 3 buts normalement. Et à part ça, on parle de Kubalik, qui est à HL depuis le début de la saison, avec des stats pareils. Il va tenter sa chance en NHL? Oui. NHL? NHL, Kubalik? C'est un tireur, hein? C'est incroyable, là. Tu le mets à droite en power play. Regarde, là, la passe n'était pas parfaite. Tu allé chercher. Il s'est ajusté, bam! Et puis, des gars comme ça avec des... Moi, je dis toujours, qu'est-ce que tu fais pour aider l'équipe? Avec lui, il ne faut pas poser des questions, on le sait. Ouais. C'est un buteur pur. Et oui, et c'est le meilleur pointeur tout simplement du championnat qui a encore frappé. Mais c'est bien Zoug qui va appuyer une nouvelle fois sur le champignon pour passer l'épaule définitivement. Zender sur un assist de Diaz. On est allé voir, me semble-t-il, la vidéo sur ce but de Stéphane, parce qu'à un moment, on a cru que Zender devenait du patin, mais c'est bien de la crosse. Oui, regardez bien ici, on ne sait pas trop. Le puck arrive proche de ses patins, mais le puck, c'est bien avec la canne qui le pousse derrière le gardien. Regardez ici, on va le voir un petit peu mieux. Hop. C'est vraiment que la canne, c'est son pied. Il est déporté, son pied bouge en même temps parce qu'il est bousculé la moindre par le défenseur. Donc, on va accorder la réussite. Et le 6-1, Lino Marchini, le triplé de Lino Marchini. Encore et toujours, voilà, tout simplement, comme à la parade, Gilles Montandon. C'est un des meilleurs snipers de notre championnat, on le sait, avec Grégory Hoffman. Ce qui concerne les snipers au passeport suisse, dira-t-on. Oui, il a surtout l'art de se retrouver dans des positions où il est tout seul, il a le temps de jouer puis de les mettre au fond. Donc... Il est tellement petit qu'il passe inaperçu, en fait. Et puis le but de Plastine, 5 contre 4, 2 buts en supériorité numérique pour Ambry, mais ça sera tout. C'est plus pour l'anecdote qu'autre chose, puisque finalement le score final ne laissera aucune discussion. 6-2, la logique est respectée. Le leader s'impose à domicile sur ce score. Et cette victoire finalement aisée de la part de Zoug. 3 matchs, on vous l'a dit, c'était le programme de 15h45. Il est temps de récapituler tout simplement les résultats, justement, des 3 rencontres. Vous me direz, c'est facile au niveau de la mémoire. Il n'y a pas trop de soucis. 4-1, la victoire du CP Berne dans le Tatson Derby et le chiche succès de Zurich face à Rapperswil. D'ici un peu plus d'une heure, Bienne, Lausanne, match très intéressant. Là aussi, finalement, de classement entre le 3e et le 5e désormais. On le voit sur ce classement, oui d'accord, avec Zoug 58, 56. Ambry est à 46.
Ok, d'accord, on va vérifier ça. Et puis pour vous dire tout simplement que Zurich fait la bonne opération puisque repasse en dessus de la barre et Fribourg passe en dessous. On va montrer également les résultats pour la Swiss League puisqu'on joue en Swiss League actuellement. Hein, toutes les rencontres ne sont pas terminées. 2-0, succès de Turgovie face au Getseka Lions, attendu, dira-t-on. Et Viège qui mène 2-0 pour l'instant face au HC Ajoie. Deux autres rencontres démarreront plus tard, notamment Chaux de Fonds face à Winterthur et Ticino Rocket face à Holton. Mais au prochain rendez-vous, puisque c'est pas terminé. Oh non, c'est pas terminé. Oh, il y a du hockey ce soir. Mais vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a du hockey? Oui, il vient d'en parler. Mais non, il y a les championnats du monde des M20 du côté de Vancouver. La Suisse est en quart de finale. Cette équipe de Suisse, ô combien surprenante, Stéphane, qui nous fait véritablement plaisir. Hein, rappelez-vous, alors en quart de finale, par contre, ça va être compliqué parce que ça serait la Suède qui a terminé tout simplement première du groupe B. Oui, la Suède qui, comme d'habitude, a une très, très bonne équipe au niveau des U20. On dit que ce n'est pas une équipe qui est hyper percutante à l'attaque, hyper talentueuse à l'attaque, évidemment, toute proportion gardée, mais qui est très, très bonne et très mobile en défense. Donc, on dit que c'est une machine à développer des défenseurs du style Erik Karlsson avec beaucoup de mobilité, des skills. Mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a trois défenseurs qui sont vraiment surveillés pour le match de ce soir. Voilà, absolument. Puis on me confirme, Ambry, c'est juste à 46 points, le même nombre de points que Lausanne. Quoi qu'il en soit, on parle d'équipe player. Voilà, c'était la petite confirmation. L'équipe player du côté de la Suède. Ben, regardez, il y en a quatre. Il y a trois défenseurs. Il y a Benstrom, premièrement. Regardez, il a été drafté par Columbus. Il joue en SHL cette année. Il a 23 matchs, 16 points, défenseur de son âge. Regardez, 19 ans, 16 points, c'est énorme dans un championnat très défensif. Il y a Rasmus Sandin, qui a été lui drafté par Toronto au premier tour cet été. 18 matchs, 10 points du côté de la AHL, donc il a beaucoup de temps de glace, un défenseur à caractère offensif. En bas à droite, vous avez Bob Quist, repêché 8e au total par les Blackhawks de Chicago. Il y avait d'ailleurs un excellent reportage sur lui hier soir lors du match de NHL disputé à l'extérieur, le Winter Classic. Il joue en OHL, il a plus d'1 point par match pour un défenseur, c'est énorme. Avec les moins de 20, c'est 4 points. Et le dernier, c'est en bas à gauche, Isaac Lundestrom, drafté 23e par Anaheim. Ça, c'est le premier tour de l'été dernier. 12 matchs, 6 points. Il a déjà joué 15 matchs de NHL, 2 petits points. Donc, beaucoup de skills, de vitesse, de grosseur. Écoutez, les Suédois sont excellents année après année. Et ça va être une tâche très, très difficile pour les Suisses. Mike, oui, très difficile pour les Suisses, mais une chance quand même pour notre équipe nationale. Moi, je me demande s'ils croient vraiment. J'ai l'impression, parfois, on est content juste d'être capable de jouer avec. On a perdu que 3-2 contre le Canada. Ouais, mais vous étiez là, ça manque pas grand-chose. On a perdu en prolongation contre les Tchèques. Et puis à la fin, contre la Russie, ils avaient vraiment une chance de fermer ce match. Et puis moi, je me demande si vraiment ils croient qu'ils soient capables de jouer, de battre ces équipes. On peut jouer avec, mais est-ce qu'on peut les battre? Est-ce qu'on ne se contente pas de résultats honorables? Est-ce que Gilles, finalement, la Schkumun de l'équipe de Suisse face à la Suède, parce que je vais vous passer les résultats déficitaires par rapport à cette équipe suédoise, on va rappeler des mauvais souvenirs, hein? Rappelez-vous, les championnats du monde d'équipe A, entre guillemets, voilà, c'était face à la Suède. Ouais. Est-ce que 2019, on arrivera à vaincre le signe indien, finalement? Disons qu'on n'est pas tout seul quand même. Hein. Effectivement, je pense que la bonne volonté, on l'aura. Je pense que le coach Volvend a aussi une année d'expérience en plus, une année comment faut dire ça, de théorie positive qu'il a sûrement dû gagner vu sa lamentable prestation la saison passée. Donc là, j'espère que maintenant, il va réussir à tenir en place ces bonhommes. Mais surtout, je pense que les Suédois, quand tu fais l'apologie des 4 key players, là, je veux dire, c'est des joueurs qui arrivent, puis on les formate à gagner. Je veux dire, c'est des gars qui viennent, ils ne rentrent pas sur la patinoire, peut-être contrairement à nous, juste pour jouer au hockey sur glace, ils viennent sur la glace, non de bleu, pour gagner les matchs, quoi. Il ne faudra pas avoir de respect. C'est ça. Face à cet adversaire, le rendez-vous, en tout cas, est pris à suivre en direct sur MySports. 22h pour ce quart de finale des championnats du monde des 20 entre la Suède et la Suisse. Et puis nous, on arrive à la fin de cette émission. On se retrouvera vendredi pour un derby tessinois entre Lugano et Ambry. Il s'annonce, on l'espère, absolument génialissime à suivre. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Encore bonne année.